on accueille Eric Froment, fondateur et PDG de Cefior. Bonjour, vous venez nous parler de votre entreprise spécialisée dans le conseil et redéploiement stratégique et qui promeut l'économie de fonctionnalité. Alors Cefior, qui êtes-vous ? Eh bien, bonjour, Cefior, c'est un cabinet conseil en déploiement stratégique. Pour exprimer en français plus simple, ça signifie que nous conseillons les entreprises et les collectivités territoriales à changer de cycle, à abandonner pleinement le cycle de 1973-2008 en gros, même si nous avons encore un pied dedans malheureusement, nous avons heureusement un pied dans le nouveau cycle, parce que c'est la seule façon de sortir de la crise. Et il se trouve que nous sommes à un point de basculement et qu'il est urgent d'autant plus de basculer pleinement dans le nouveau cycle. Alors quel était l'ancien cycle et pourquoi le nouveau est-il différent ? Alors, l'ancien cycle était fondé sur deux caractéristiques. Une qui est très ancienne, qui remonte à la révolution industrielle, augmenter les volumes pour avoir des économies d'échelle et abaisser les coûts. La deuxième caractéristique est beaucoup plus récente, c'est celle qui est due à la mondialisation, avec une certaine perversion de la mondialisation, c'est-à-dire la recherche du coût comptable le plus bas, où qu'il soit dans le monde et quelles que soient les externalités. Par externalité, sous-entendu négative, on entend par exemple ce que l'ADEME a dénoncé dans ce qu'elle a appelé le carnet de vie d'un jeans, qui parcourt 65 000 km du champ à la boutique, pour reprendre l'expression de l'ADEME. Alors, comment est-ce qu'on peut faire ça alors qu'on dit qu'il faut sauver la planète ? Eh bien, 65 000 km, je vous rappelle que c'est plus d'une fois et demie le tour de la Terre, puisque le mètre a été défini en considérant que la circonférence de la Terre à l'équateur était de 40 000 km. Alors ça s'explique très bien, on va chercher la main-d'œuvre la moins chère ici pour le tissage, la main-d'œuvre la moins chère un peu plus loin pour la confection, et ainsi de suite, et on ne regarde pas les externalités, parce que les externalités sont laissées à la charge de la société avec un grand S et non plus l'entreprise. Alors, ceci évidemment est très gênant et on le retrouve d'ailleurs dans les critiques qui sont formulées à l'égard de certaines entreprises, Nike, Apple, Volkswagen. Vous connaissez la série des entreprises qui ont dû être mises en difficulté. Selon vous, est-ce que c'est la fin de la mondialisation ? Non, pas du tout. L'objectif est simplement d'éliminer les excès de la mondialisation. D'ailleurs, Klaus Schwab, qui est le président fondateur du Forum économique mondial, dit que la mondialisation a sorti 1 milliard de gens de la pauvreté, mais que néanmoins, dans sa forme actuelle, elle ne correspond plus à nos objectifs. Si ceux qui ont voulu la mondialisation ne la veulent plus, je crois qu'il faut en tenir compte, parce que, évidemment, on ne peut pas aller contre la volonté de gens qui donnent le là dans l'évolution du monde. Laurence Fink, qui est le président de BlackRock, c'est-à-dire le plus gros fonds mondial d'investissement, insiste tous les ans dans sa lettre du mois de janvier sur la nécessité de travailler sur le long terme, d'avoir une vision à long terme. Et il dit que toute décision à court terme doit être inscrite dans une vision à long terme. Et il dit aussi qu'on doit s'intéresser à toutes les parties prenantes et pas seulement aux actionnaires. De la part d'un pur financier, c'est extrêmement intéressant aussi, mais lui aussi fait partie des gens qui donnent le là dans l'évolution du monde. Alors comment est-ce que c'est possible ? C'est parfaitement possible en changeant de modèle économique. Et il faut trouver des modèles économiques qui intègrent les externalités. Et justement, c'est la caractéristique de l'économie de fonctionnalité. Modèle que vous ne connaissez probablement pas, mais que vous pratiquez tous les jours sans le savoir, comme M. Jourdain faisait de la prose, parce que le terme a été créé dans les années 90, mais ça remonte à beaucoup plus loin. Simplement, on préfère parler de location ou d'employer d'autres termes, simplement parce qu'on n'a pas envie d'expliquer ce que c'est, de faire penser aux gens qu'il y a un inconnu et donc un risque. Voilà, en gros. Alors, comment est-ce que les choses se passent ? Très simplement, le modèle est fondé sur des économies d'énergie et de matières premières, puisqu'on fait durer le produit, on le fait durer par la qualité de fabrication, par une maintenance facile, par une évolution aussi, et on associe à la fois la compétitivité prix et la compétitivité hors prix, c'est-à-dire la différenciation et la réduction des coûts, ce que Michael Porter disait impossible. Et ça, c'est un point absolument majeur. Michael Porter disait, vous pouvez vous différencier par, justement, vous pouvez dominer par la différenciation ou par la réduction des coûts, mais vous ne pouvez pas faire les deux. Avec l'économie de fonctionnalité, on fait les deux. Et c'est ça Alors, vous avez par exemple aujourd'hui la domination
un grand débat sur le transport aérien, et c'est très significatif de ce que Christine Lagarde appelle la triple crise économique, sociale et environnementale. Alors, je n'ai pas le temps de développer le modèle économie-fonctionnalité ici, mais ceux qui sont intéressés pourront aller soit sur mon site consultant cefior.fr, soit où là je développe les choses du point de vue du business, soit sur mon site expert, économie-de-fonctionnalité.fr, où là c'est la technique que je présente avec un certain nombre d'exemples, surtout dans la rubrique en pratique. Est-ce que c'est nouveau et quand est-ce qu'il est apparu ce modèle? Alors, je vous disais justement, il a été conceptualisé dans les années 90, mais si nous reprenons le téléphone par exemple, qui a été inventé en 1869, eh bien il a toujours fonctionné sur ce modèle parce que vos grands-parents avaient un combiné téléphonique sur lequel il y avait une plaque plombée, propriété inaliénable du ministère des Postes et Télécommunications. En gros, vos grands-parents ne possédaient rien, mais ils avaient l'usage de tout, donc ils payaient l'usage via un abonnement. Alors vous voyez, voilà un terme que je n'ai pas cité tout à l'heure, qui est l'économie de l'abonnement, et qui en fait consiste à faire payer l'usage. Vous êtes un expert reconnu, hein, Éric Froment, et notamment vous avez écrit un livre sur la crise. Oui, vous pouvez nous en parler ? La clé du renouveau grâce à la crise, et je voudrais saisir l'occasion de saluer Christian Blanc qui a préfacé mon livre, et une phrase me vient à l'esprit, c'est l'économie de l'obsolescence est fondée sur une main-d'œuvre à bas prix et qui doit le rester. C'est cette deuxième proposition qui me semble la plus importante et qui doit le rester dans sa phrase. Alors pourquoi est-ce que l'économie de l'obsolescence est fondée sur une main-d'œuvre qui doit le rester à bas prix? Eh bien parce que comme dans l'économie de l'obsolescence, on a besoin de 2, 3, 4, 5 produits pour un certain temps d'usage, eh bien on a des surcoûts, et pour compenser ces surcoûts, on fait appel à une main-d'œuvre à bas prix. Le problème, c'est que comme les surcoûts sont constants, le besoin d'une compensation est tout aussi constant, et donc on est obligé de maintenir une main-d'œuvre à bas prix avec des dommages qui sont sociaux, à la fois en France et en Europe par le chômage, mais pire encore dans les conditions de travail dans les pays à bas coût, puisque là on a franchement des esclaves qui disent pas leur nom, il faut être objectif. Oui, bien sûr. Est-ce que parfois vous échappez un petit peu de l'économie, vous allez voir un petit peu ailleurs pour prendre un peu de recul? Vous avez écrit un livre d'histoire, Jules Ferry, cet inconnu, c'est une manière comme ça de prendre un peu l'air? Non, pas du tout. Alors d'un côté, ce que vous dites est tout à fait vrai, mais de l'autre, l'économie me passionne et l'histoire aussi, et je crois que nous vivons à une époque de croisement de secteurs, croisement de technologies, croisement d'organisation, et j'ai écrit ce livre parce que Jules Ferry est un personnage important dont tout le monde connaît le nom, mais pas vraiment ce qu'il a fait. Il a marqué l'histoire, en bien, en mal, chacun en juge comme il veut, et mon livre est très factuel. Mais j'ai voulu surtout montrer l'évolution politique et sociale de la France au XIXe siècle, et je ferai un parallèle avec Pasteur, qui appartient aussi au XIXe siècle, qui n'était pas médecin, mais qui a révolutionné la médecine, ça tout le monde en est d'accord, parce qu'il a appliqué une autre grille de lecture que celle des médecins habituels. Il a appliqué la grille de la chimie, et voilà ce qu'il faut faire. Et le conseil en déploiement stratégique, l'économie de fonctionnalité sont aussi des méthodes de croisement des organisations, des secteurs, et qui permettent justement de basculer dans le nouveau cycle dans lequel nous devons absolument entrer. Pour finir, Éric Froment, vos initiales et celles de l'économie de fonctionnalité, c'est les mêmes? Est-ce que c'est un hasard? C'est peut-être une prédestination, je vous remercie de l'avoir remarqué, c'est peut-être un clin d'œil d'avoir mis EF en gras dans le sigle de Cefior. Peut-être. Merci beaucoup Éric Froment d'avoir été notre invité à suivre la dernière partie de Parole de dirigeants.